Bonsoir à tous, il est 23 heures et on ouvre ce journal avec les principaux titres de l'actualité. Grand moment de partage entre le gouvernement ivoirien et le COSIM autour de l'iftar du Ramadan vendredi au nom du chef de l'État. Les leaders musulmans ont été exhortés à œuvrer à la consolidation de la cohésion sociale et à la préservation de la paix dans notre pays. Des dignitaires religieux ont été également appelés à contenir les menaces djihadistes. C'est le lycée Houphouët-Boigny de Korogo qui a été choisi pour accueillir le lancement des épreuves du CAFOP 2022. Ce samedi, le professeur Mariatou Koné a appelé les candidats à faire preuve de probité. Rappelons que 46 409 candidats sont en lice pour seulement 5 000 places de disponibles. Et puis au chapitre de la guerre en Ukraine, le Premier ministre britannique Boris Johnson a entamé ce samedi une visite surprise à Kiev, suivie d'un entretien en tête-à-tête avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il s'agit du premier leader du G7 à visiter l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février. Voilà pour les titres. Merci de regarder notre chaîne. Conviés par le COSIM, plusieurs membres du gouvernement ont participé hier vendredi à la rupture collective du jeûne du Ramadan. À la tête de la délégation gouvernementale Patrick Hachi, le Premier ministre est allé soutenir la communauté musulmane. Les deux parties ont saisi l'occasion pour réitérer leur volonté commune de consolider la paix et la cohésion sociale. Les détails avec Mahama Traoré. En ce 7e jour de Ramadan, dignitaires religieux, membres du gouvernement et cadres musulmans s'empressent de rompre leur jeûne, comme cela est d'ailleurs recommandé par le prophète de l'islam, Mohammed. C'est désormais une tradition pour le gouvernement et le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, de se retrouver une fois pour partager ensemble le repas de la rupture du jeûne à la faveur de chaque Ramadan. Aux côtés de l'exécutif, représenté par le Premier ministre Patrick Hachi, le président par intérim de l'Assemblée nationale Adama Bictogo et des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire. En ce mois où partage et générosité sont recommandés, les obligations cultuelles le sont également. Je voudrais recommander aux musulmans qui en ont les moyens de s'acquitter de leur zakat, aumône obligatoire annuelle, pendant le mois de Ramadan. À cet effet, la communauté musulmane a mis en place depuis 2010 une structure spécialisée dénommée Fondation Zakat et Waqf, en vue de recueillir dans une sorte de guichet unique et d'optimiser la redistribution de la zakat par rapport aux besoins de la communauté et d'en faire un instrument efficace de lutte contre la pauvreté. Reconnaissant au COSIM pour sa contribution à la paix sociale, le gouvernement exhorte l'institution religieuse à l'assister dans son combat contre l'extrémisme religieux. La Côte d'Ivoire, à l'instar de nombreux pays de la sous-région, fait face dans sa partie septentrionale à une poussée djihadiste. Ces terroristes, au nom d'Allah et de la religion musulmane, sèment le chaos et la désolation partout où ils ont réussi à prendre pied. Le président de la République voudrait donc, mesdames et messieurs, vénérés guides religieux, vous exhorter à davantage de pédagogie et de sensibilisation à l'endroit de notre jeunesse, afin qu'elle ne succombe pas à l'appel des sirènes. Notre nation a également besoin de vos prières et de vos intercessions auprès d'Allah, le Seigneur des mondes, pour que la paix et la cohésion sociale, si chèrement reconquises, se renforcent encore toujours. Une fois de plus, le président de COSIM, Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité, a traduit sa reconnaissance au président de la République pour sa constante sollicitude à l'égard des communautés religieuses. Cette année, au moins 46 000 candidats sont en lice pour le concours d'entrée dans les CAFOP, mais seulement 5 000 places sont disponibles. À Korogo, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a rencontré ce matin des candidats. Mariatou Koné leur a recommandé la sérénité, la probité et la transparence. Amissi Soko.
Lycée Houphouët-Boigny de Korogo. Il est 8h ce samedi 9 avril quand la ministre Maria Toukone donne le coup d'envoi des épreuves écrites de la session 2022 du concours d'entrée au CAFOP, Centre d'aptitude à la formation pédagogique. Pour cette première journée, les 46 409 candidats font face aux épreuves de mathématiques, de français et de culture générale. Moi, partant, ça fait 5 ans, mais cette année, les épreuves que je vois, vraiment, j'espère que nous serons admis au concours du CAFOP. Nous allons faire ce qu'on peut pour relever ce défi. Nous allons promouvoir l'excellence. À l'instar de ce centre, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a réitéré à tous les candidats repartis dans les 97 autres centres sur l'étendue du territoire national sa volonté de bâtir un capital humain de qualité dans la transparence. L'année dernière, nous avons dû reprendre une deuxième session et nous espérons que cette année, on s'en tiendra à une seule session et que c'est vraiment ceux qui se font confiance, ceux qui ont vraiment étudié, qui seront admis parce que seul le travail paye. Au nom de la solidarité gouvernementale, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation était accompagnée à ce lancement par deux de ses collègues, le ministre Amadou Koulibaly et la ministre Miss Belmont Dogo. La seule chose qui paye, c'est le travail. C'est la constance dans le travail et c'est le message que Madame le ministre a bien voulu leur adresser lorsque nous avons visité les salles, leur demander de compter sur eux-mêmes d'abord. Nous sommes venus la soutenir. Nous avons constaté, c'est ma première fois d'assister à l'ouverture des épreuves. J'ai vu que tout était scellé et les candidats sont concentrés. Nous espérons que Korogo en sortira avec un très beau taux de réussite. Débuté ce 9 avril, les résultats définitifs de cette session sont attendus pour le 15 juillet prochain, après les épreuves du test psychotechnique. La Côte d'Ivoire veut s'inspirer de la France. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage était récemment en mission d'imprégnation dans l'Hexagone. Dans la région de Nancy, Kofi Nguessan s'est intéressé au modèle de l'école de la deuxième chance, un système qui permet aux jeunes sortis du milieu éducatif et sans qualification d'intégrer le monde du travail. Hervé Blé. Dans le Grand Est français, l'école de la deuxième chance fait ses preuves dans la réinsertion des jeunes de 16 à 25 ans sans emploi et sans qualification. Soucieux d'améliorer sensiblement l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Enseignement technique, professionnel et de l'apprentissage s'intéresse à ce dispositif. À Nancy, Châlons, Strasbourg, Kofi Nguessan a discuté des conditions de mise en œuvre et d'opérationnalisation de l'école de la deuxième chance. Il a été question de collaboration. En 2020, les EDC ont accueilli, sur 135 sites en France, 14 188 stagiaires. 80 formations sont proposées dans les métiers de la bouche, l'hôtellerie-restauration, les services à savoir la coiffure, la vente et autres. Des formations également dans la maintenance des véhicules, la santé et le social, la logistique, les réseaux télécoms. Le réseau des écoles de la deuxième chance intègre des centres de formation à l'apprentissage. Il connaît 63% de sorties positives vers un emploi ou une formation qualifiante. La formatrice, donc Stéphanie Rudarzac, formatrice en vente, spécialement en CAP. Sylvie Camus, formatrice en maths sciences et en plus on fait de la co-intervention vente, utilisation des caisses. À Nancy, le ministre Kofi Nguessan s'est aussi intéressé à la possibilité de création d'entreprises qu'offre le dispositif. Le CAREP, qui se définit comme la pépinière d'entreprises du pays Val-Lorraine, accompagne plus de 100 porteurs de projets par an pour 50 créations. Ça fait donc 4 ans en fait que nous rayonnons donc ici. On a agrandi la société d'année en année. On a pu y construire ce bel outil de fabrication grâce bien évidemment à CAREP et à leur accompagnement du quotidien. Bravo, c'est ça. Un bon parcours. Merci. À ces autres, le ministre Kofi Nguessan a dit toute la détermination du gouvernement ivoirien à améliorer l'employabilité des jeunes et à développer les compétences de son capital humain, en s'inspirant aux besoins des expériences réussies. Retour ici à Abidjan avec le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme qui s'est rendu dans la commune de Bingerville. Bruno Nabagné-Koné était en compagnie de tous les acteurs du cadre bâti
Au menu des échanges, les problèmes liés à la gestion des ressources foncières dans la commune de Bingerville. Plus de détails avec Cheikh Aboubakar Koné. Après Yopougon, Koumassi, Adjamé, Plateau, Port-Boué et Cocody, c'est au tour de la commune de Bingerville d'abriter les rencontres tournantes de la plateforme collaborative de contrôle des infractions sur le cadre bâti. Commune en pleine expansion, Bingerville, depuis ces dernières années, vit au rythme de conflits fonciers et bien d'autres difficultés d'ordre structurel en matière de construction et d'urbanisme. Des points qui ont été longuement évoqués au cours de cette rencontre, notamment les 2000 hectares de la Palme Industrie et les 27 lotissements de la commune non encore approuvés. Nous sortons de cette séance de travail-là et très, très heureux de voir qu'il y a beaucoup à faire et beaucoup reste à faire pour les populations de Bingerville. Mais j'avoue que le ministre a pris toutes les préoccupations de notre commune et vraiment il a pris bonne note et a demandé à ses équipes de se mettre à disposition pour régler définitivement les problèmes de litige et les problèmes de recasement de nos différentes populations. Ce cadre de collaboration doit être considéré comme un pont permanent entre la mairie et le ministère afin d'adresser tous les problèmes de la commune liés au cadre bâti. C'est exprimé Bruno Koné. Ici, nous avons abordé des questions qui sont spécifiques à la ville de Bingerville, qui est une ville en très forte mutation. C'est une ville à la fois ancienne et très jeune. Donc la mairie a cette obligation-là de concilier ces deux aspects. Et au plan urbanistique, elle a sans doute besoin d'être soutenue par le ministère en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme. Donc nous avons débattu de toutes les questions qui concernent Bingerville et nous avons assuré M. le maire et son conseil municipal du soutien du ministère dont nous avons la charge. Outre ces questions, Bruno Koné a égrené les dernières réformes de son département ministériel, la récapitalisation de la BACI, la création du fonds de garantie du logement social, ainsi que la parafiscalité sur le ciment, le fer à béton et le marbre. Le ministre du Commerce et de l'Industrie était quant à lui dans la Maraoué à Boaflé. Souleymane Diarasouba a appelé les grossistes et les détaillants à l'application effective des prix plafonnés. C'était au cours d'une visite inopinée dans des lieux de vente de la localité. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Léon Bro. Boaflé, place Tchin-Tchin. Le ministre du Commerce dans un magasin de vente en gros de produits de première nécessité. Au gérant, l'interrogatoire de Souleymane Diarasouba contient une seule préoccupation, le prix pratiqué pour le lait, le sucre, le riz, l'huile. Même question, cet autre lieu de commerce au détail. Ici, le ministre du Commerce sillonne même les rayons. Question de s'assurer lui-même de l'application effective des prix plafonnés. Riz, maman, vrac, nous le faisons à 12 000. Le riz, Ongsam, 50 kg, 21 300. Rizière, 50 kg, 21 050 francs. 1,5 litre d'Inor. Le plafonnement nous demande de le faire à 1750, 1760, mais nous le faisons à 1700 francs. Les prix sont affichés. Et j'ai discuté avec les commerçants, je veux dire par rapport à certaines de leurs préoccupations que nous prendrons en compte. Mais l'idée est qu'ils ont pris l'engagement d'accompagner le gouvernement pendant cette période à l'effet que les populations vivant ici à Boaflé et sur tout le territoire national puissent se servir aux prix qui ont été arrêtés par le gouvernement. N'empêche, le ministre du Commerce renouvelle l'appel du gouvernement au respect des prix plafonnés, le plafonnement faisant partie des initiatives de l'État pour lutter contre la vie chère. Le ministre du Commerce et de l'Industrie n'exclut pas de sanctions, passé la phase de sensibilisation au respect des prix plafonnés. On change de sujet pour s'intéresser maintenant au domaine médical avec notamment le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 9 avril 11 nouveaux cas de Covid-19 sur 729 échantillons prélevés, soit 1,5% de cas positifs, 16 guéris et 0 décès. À la date du 9 avril, la Côte d'Ivoire compte donc 81 814 cas confirmés, dont 80 978 personnes guéries, 796 décès et 31 cas actifs. Le nombre total
total d'échantillons est d'1 481 474. Le 8 avril, 67 388 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 12 27 076 doses du 1er mars 2021 au 8 avril 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que le vaccin contre la COVID-19 est gratuit et volontaire. Et la lutte contre la pandémie se poursuit dans le cadre de la coopération sanitaire. L'Ordre de Malte vient d'offrir des vaccins à la Côte d'Ivoire. Vendredi, 100 000 doses de vaccins de type Pfizer et AstraZeneca ont été réceptionnées à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Franck Kodio. Résilience nationale contre la COVID-19, aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ces vaccins sont un don de l'Ordre de Malte. Nous venons donc de recevoir 100 000 doses de vaccins AstraZeneca et Pfizer, un don de l'Ordre de Malte. Donc la Côte d'Ivoire voulait donc remercier les autorités maltaises qui ont accepté de nous apporter cet appui pour renforcer notre capacité de vaccination et que la Côte d'Ivoire dispose de suffisamment de vaccins. Il reste maintenant à elles, ces populations, donc de se déplacer, d'aller sur les sites de vaccination pour se faire vacciner et se protéger. Un don de l'Ordre souverain et militaire de Malte, une première dans le cadre de la coopération sanitaire entre la Côte d'Ivoire et cette entité non étatique dont le siège, le Grand Magistère, se trouve à Rome, en territoire italien. 18 500 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe de la Banque islamique de développement qui permettra de financer les travaux d'adduction en eau potable dans la région du Zanzan. Le ministre de l'Hydraulique a visité à cet effet plusieurs chantiers à Bondoukou et dans certaines localités de l'Indénieux Duablan. Laurent Tchagba est allé s'enquérir de l'état d'avancement des différents chantiers. C'est une correspondance d'Hermania Mia. Dans exactement 7 mois, les difficultés d'approvisionnement en eau potable de la ville de Bondoukou et de certains villages environnants ne seront qu'un lointain souvenir. Des travaux d'approvisionnement en eau potable de la ville de Bondoukou ont lieu en ce moment. Dans le village de Samporo, situé à une quarantaine de kilomètres de Bondoukou, un barrage a été construit sur la rivière Canon ainsi qu'une station de traitement d'eau pour approvisionner les différents châteaux d'eau en construction dans le cadre de ce projet. Ces 2 ouvrages achevés, il ne reste que les travaux de canalisation des conduites d'eau. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, le ministre de l'Hydraulique est allé lui-même sur le terrain. Nous sommes satisfaits de l'état d'avancement du projet d'une manière générale et nous sommes heureux de pouvoir mettre en service l'usine d'ici le mois de novembre parce que la population attend cet ouvrage. La production actuelle d'eau potable dans la ville de Bondoukou est de 4 752 m3 jour pour un besoin estimé à 6 214 m3 jour, soit un déficit de 1 462 m3 jour. Mais au terme du projet, la production d'eau potable passera de 4 752 m3 jour à 14 752 m3 jour, largement suffisant pour permettre aux 135 000 habitants de cette localité de disposer en permanence d'eau potable jusqu'en 2030. De quoi réjouir les populations venues massivement écouter le ministre de l'Hydraulique après sa visite des différents chantiers. C'est une joie qui m'étreint ce matin parce que tous, nous avons eu des problèmes d'eau dans notre district, je dirais. Et aujourd'hui, avec l'exposé de monsieur le ministre, nous pensons qu'à partir du mois de novembre, ce sera, disons, je dirais un peu un vieux souvenir, la pénurie d'eau à Bondoukou. En plus du premier château de 500 m3 qu'on avait avant, on a un deuxième château de 1000 m3, 2 châteaux ensemble, plus ce barrage-là. Le problème d'eau de Bondoukou va disparaître totalement. Je voudrais profiter de l'occasion qu'il nous a offerte pour remercier le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Financés par la Banque islamique de développement BID et l'État de Côte d'Ivoire, les travaux d'approvisionnement en eau potable de la ville de Bondoukou ont coûté 18 500 millions de francs CFA. Débutés en août 2019, ces travaux vont s'achever en novembre prochain.
Autre chose à présent, l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria et le représentant de l'Union européenne en Côte d'Ivoire s'intéressent à la réconciliation nationale. Tour à tour, les deux personnalités ont été reçues par le ministre de la Réconciliation, Kwadwo Konan-Bertin. On fait le point des échanges avec Moussa Konaté. L'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire reçu par Bertin Kwadwo Konan, Jops von Kirchmann se félicite des initiatives prises par le ministère en charge de la réconciliation. On a pu apprendre avec grand plaisir que le ministre et le ministère est en train de finaliser une stratégie nationale pour la réconciliation. Et je pense que c'est une excellente idée et l'Union européenne ne peut que féliciter le ministre pour cet effort-là. Autre personnalité chez le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, l'ambassadeur du Nigeria en Côte d'Ivoire, Martin Adamou. Côte d'Ivoire is doing extremely well when it comes to the issue of peace, peace building and peace maintenance. As a matter of fact, I think this is a model that other countries have to learn from. But of course, the Nigerian... Un ministère comme celui-là qui traite de la question de réconciliation, de cohésion et même d'intégration, nous pensons que c'est la main dans la main que nous devons donc conduire une telle opération. Nous avons besoin d'être solidaires entre nous Africains, pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire, qui abrite tous ses frères, tous ses voisins, tous ses voisines, reste un havre de paix. Les deux diplomates ont exprimé leur disponibilité à soutenir les actions visant à renforcer la cohésion et l'union dans le pays. La Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire était devant la presse, une rencontre au cours de laquelle elle tenait à apporter des éclaircissements sur son mode de fonctionnement. Elle a aussi dénoncé une dissidence en son sein, une dissidence qui tente de renverser l'ordre traditionnel des choses. Le compte-rendu d'Abou Sanogo. Depuis quelque temps, des structures privées, dont notamment l'une relevant d'une organisation défunte de chefs traditionnels et l'autre constituée de présidents d'associations de communautés urbaines, entretiennent une confusion sur leur identité véritable. Elles ont décidé de poser des actes, notamment l'organisation d'une journée d'hommage au président de la République Alassane Ouattara. Toute chose tendant à semer davantage la confusion dans l'esprit des populations. Une attitude que ne saurait accepter la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, qui tient à informer l'opinion nationale et internationale que ces présidents des associations de communautés urbaines ne pourraient se substituer à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, dont ils ne sont point membres, en répandant de fausses rumeurs sur le directoire et en s'arrogeant la paternité d'une institution créée par le président de la République Alassane Ouattara. Par conséquent, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels dénonce avec la plus grande fermeté cette imposture dirigée contre une institution de la République et s'insurge contre toute utilisation abusive et malveillante des noms de nos autorités nationales. En tout état de cause, la CNRCT n'acceptera pas que la noble vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a réhabilité la chefferie traditionnelle porteuse de fortes valeurs, gardienne de la cohésion sociale, soit ternie par un groupuscule de personnes qui ne distribuent que des contre-vérités, avec l'espoir de renverser l'ordre traditionnel des choses et obtenir que les rois, chefs de province, chefs de canton, chefs de tribus et chefs de village se trouvent dans les fêtes à la remorque des présidents d'associations de communautés urbaines et de quelques dissidents. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels est la seule institution de la République représentant l'ensemble de la chefferie traditionnelle et agissant pour son compte. On parle maintenant de littérature avec cet essai sur l'exemple de réussite que représentent Gilles, Alexandre Ndia et Daniel Awassa qui vient d'être publié. Les deux hommes sont les promoteurs du site d'information abidjan.net. L'ouvrage de 142 pages préfacé par Tidiane Thiam est l'œuvre de journalistes reconnus dont Venance Conan. On en parle avec Frédéric Oulaï et Franck Kwadwo. Abidjan.net, une histoire d'avenir. Un ouvrage coécrit par les journalistes Venance Conan, ex-directeur général du groupe Fraternité Matin, et Faustin Eouman. J'avais compris déjà qu'on allait vers le digital. Donc j'ai compris la nécessité qu'il y avait pour nous deux de travailler ensemble.
Nous avions commencé à faire jusqu'à ce que quelques années plus tard, l'idée de faire le livre naisse et qu'on le fasse. Et il n'y a pas beaucoup qui savent l'histoire qui est cachée derrière ce site. On a estimé que c'est une histoire qui était belle et qu'il fallait diffuser, qu'il fallait faire connaître à tous les Ivoiriens, à tous les jeunes qui ont envie d'entreprendre dans tous les domaines, y compris ce digital. Cet ouvrage a traduit les passions et les aventures dans la sphère des nouveaux médias de Gilles Alexandre Nda et Daniel Awassa, cofondateurs du site Abidjan.net. On croit en notre vision et tant qu'on a de l'énergie, on a de l'espoir. Et si on a de l'espoir, ça nous donne envie en fait de nous battre. On fait éviter aux entrepreneurs beaucoup d'erreurs que nous avons commises. Entreprendre, ce n'est pas chose facile. Et donc, c'est important d'avoir, si possible, des guides à ses côtés pour pouvoir mener ce chemin, en fait. L'œuvre est consacrée à l'entrepreneuriat digital. C'est un condensé de l'expérience des deux patrons de ce site d'information en ligne. 142 pages écrites en 4 chapitres. Une expression d'un certain self-made man qui plaît. Une très très belle réussite et c'est une fierté ivoirienne. Moi-même, quand j'ai commencé à lancer un média en Côte d'Ivoire, je vois bien quel est le chemin qui n'est pas un chemin de rose. L'excellence, c'est certes d'un point de vue académique, mais c'est aussi dans les réalisations, comme l'entrepreneuriat. Donc je crois que c'est une thématique qu'il faut encourager. Gilles et Daniel nous donnent un exemple vraiment extraordinaire à travers ce livre, qui doit être donc le livre de chevet de tout jeune entrepreneur qui veut entreprendre et qui veut avoir la force d'aller loin dans ce qu'il fait. Plusieurs membres du gouvernement, des chefs d'entreprise, des hommes de médias et des littéraires venus soutenir les auteurs. Cette œuvre est résolument tournée vers la volonté de faire de l'ouvrage préfacé par Tidjane Thiam, un des leviers de l'entrepreneuriat digital. Face au terrorisme grandissant, le Niger et le Burkina Faso connaissent une crise humanitaire, une situation qui interpelle le Conseil de l'Entente à travers son secrétaire exécutif qui est à la manœuvre. Marcel Amontano s'est rendu à Genève où il a rencontré les premiers responsables de la Croix-Rouge et le directeur de l'OIM, l'éclairage de Moussa Konaté. Le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente est reçu par Peter Mouret, président du Comité international de la Croix-Rouge. Marcel Amontano est en mission pour une assistance en faveur du Niger et du Burkina Faso, deux pays du Conseil de l'Entente affectés par une crise humanitaire consécutive au terrorisme dans la sous-région. Nous avons rendu attentif la communauté internationale aux problèmes graves de nutrition dans la région, aux problèmes de sécurité. Cet entretien a été l'occasion de faire le point. Je suis très content des travaux que le Conseil d'Entente entreprend et qui sont dirigés en complémentarité aussi avec les efforts et les actions du CICR. Nous sommes en train de voir comment bâtir une coopération régionale en essayant de mutualiser nos forces au niveau des États, en essayant de coordonner les actions des humanitaires. Et donc nous allons créer une task force et revenir vers le CICR pour voir comment faire en sorte que cet appui soit non seulement effectif comme il l'est déjà, mais renforcé. Même plaidoyer auprès du directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations. Les populations touchées représentent pour la majorité des enfants, ensuite des femmes et puis les hommes. Donc le capital humain est touché et le capital humain, c'est le capital le plus important pour le développement. Évidemment, nous avons conscience qu'en même temps que des actions sont menées sur le plan humanitaire, il faut que les problèmes de sécurité soient adressés. Et je crois que l'OIM est tout à fait d'accord avec nous pour dire que ce sont des actions à mener concomitamment. L'OIM entend jouer pleinement sa partition. Prévention des conflits, résolution des conflits et en même temps garantir que les populations ont de l'espoir pour l'avenir. Et vous pouvez continuer à compter avec l'engagement de toutes nos équipes sur le terrain, un rapport de proximité avec les bénéficiaires pour que nous puissions tous bâtir ensemble un avenir meilleur. Ce sont plus de 8 millions de Nigériens et de Burkinabés qui sont confrontés à cette crise humanitaire du fait des attaques terroristes.
Dans l'actualité internationale, le Premier ministre britannique s'est engagé à fournir à l'Ukraine des véhicules blindés et des missiles anti-navires. Boris Johnson a rendu hommage à l'armée ukrainienne pour le plus grand fait d'armes du XXIe siècle. Le Premier ministre britannique a entamé ce samedi une visite surprise à Kiev avec un entretien en tête-à-tête avec le président Volodymyr Zelensky. Vendredi, c'était au tour de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen d'effectuer une visite surprise à Kiev pour manifester son soutien à l'Ukraine. Et puis, à compter du 8 avril 2022 et pour une période de 10 ans, l'acteur américain Will Smith ne pourra participer à aucun événement de l'Académie en personne ou virtuellement, qu'il s'agisse de la cérémonie des Oscars ou non. Cette décision fait suite à la gifle que l'acteur a assénée au présentateur Chris Rock, qui venait de faire une mauvaise blague à l'endroit de sa femme le soir du 27 mars sur la scène du Dolby Theatre. Un grand moment de célébration grandement assombri par le comportement inacceptable et nuisible de Mr. Smith sur la scène, peut-on lire dans la décision. Les organisateurs ont aussi remercié Chris Rock d'avoir conservé son calme dans ce qu'ils qualifient de circonstances extraordinaires. Et voilà, on ferme ce journal sans passer le relais à qui que ce soit parce que je vous retrouve demain à 6h30. Agréable fin de soirée à vous et surtout sur RTI 1. Bonsoir.